Bonjour Philippe. Bonjour Marie. Écoute, je suis très heureuse de faire cette causerie aujourd'hui avec toi. Ça fait presque un an maintenant qu'on s'est rencontrés la première fois parce que tu m'avais contacté l'année dernière suite à la vidéo que j'ai faite sur la violence des femmes et l'enfantement du monde. Et Oui, donc, oui, tout à fait. J'ai été très impressionné par la profondeur de la vidéo et surtout dans un monde où la plupart des gens qui vivent des choses pas agréables se posent en victimes et réclament justice, vengeance, réparation, etc. C'est clair que sur un plan spirituel, ça mène nulle part. Il faut passer par les étapes que tu décrivais dans ta vidéo. Donc, je trouvais qu'elle était vraiment très porteuse de, de réflexion pour toutes les personnes qui avaient vraiment envie un jour d'avoir le cœur en paix. ouais, alors on va y venir, hein, tu me poseras les questions que tu veux tout à l'heure. L'idée de la causerie, c'est vraiment qu'il y ait un échange de questions. Moi, déjà, la première question que j'ai envie de te poser, parce que finalement, je m'aperçois que suite à la publication de cette vidéo, j'ai reçu énormément de messages d'hommes qui se sont sentis reconnus, voire même libérés par la parole que je donnais au monde, en fait. Qu'est-ce qui t'a touché, toi, dans cette vidéo? Où est-ce que ça a résonné, toi, dans ta propre histoire? Alors, en fait, avant de raisonner dans ma propre histoire, c'est venu me toucher à un endroit où, ces derniers temps, il y a énormément d'actions, même au niveau du gouvernement, en tout cas sur les radios, par rapport au féminicide, par rapport à la violence des hommes vis-à-vis des femmes, etc. Et un jour, il y a quelque chose qui m'a choqué, parce que jusqu'à un certain temps, on se plaignait de la violence physique des hommes vis-à-vis des femmes. Et c'était aussi une évidence pour beaucoup de personnes que sur un plan psychique, les femmes peuvent être très violentes vis-à-vis des hommes, mais ça se voit moins, donc c'est moins condamnable parce qu'il y a moins de preuves à l'appui. Et un jour, j'ai entendu un petit sketch à la radio où le sketch aboutissait à ce que on reconnaisse aussi la violence psychique de l'homme. Donc, à un moment donné, on reconnaît chez l'homme la violence physique, on reconnaît la violence psychique, et la femme, elle continue à être posée en victime. Et à un moment donné, je me disais que mais, on ne va pas s'en sortir parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si sur un plan purement légal, justice, réparation, tribunal, prison, amende, tout ça, oui, à ce niveau-là, ça marche. Mais à un niveau plus spirituel, c'est pas comme ça que ça marche. Et moi, en tant qu'homme, je ne me sentais pas tout à fait le bienvenu pour aller expliquer que, mesdames, il y a un problème de votre côté. Tu vois. Et donc, quand j'ai entendu que tu manifestais de ça, je me dis, ah, là, on va pouvoir commencer à discuter et vraiment apporter quelque chose aux gens, parce que cette violence-là, c'est les expressions qui peuvent être différentes en fonction de si on est une femme ou si on est un homme. Mais toute personne qui vit de la violence à l'extérieur, c'est qu'elle a de la violence à l'intérieur, parce que sur un plan spirituel, on est juste dans des états d'écho et de miroir. Et donc, je trouvais vraiment bien que tu puisses apporter ça et qu'à un moment donné, les personnes qui se seraient simplement posées en victime parce qu'on ne leur a pas appris à faire autrement que de se poser en victime, ben, qu'au travers de ta vidéo, elles puissent se poser des questions et de se demander, mais comment je sors de là, hein? Tant que la personne est victime, la boucle, elle va continuer, les choses vont se reproduire à l'infini tant qu'on n'y a pas mis fin. Et la fin, c'est à l'intérieur. Donc j'ai trouvé ton partage qui était un trésor à qui voulait pouvoir l'entendre et réfléchir à partir de là. Oui, oui. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui nous écoutent, là, je remets le lien en haut à droite de la vidéo. Voilà, pour accéder directement. C'est une petite vidéo toute courte, hein. Ah, je vais pas fermer mon... Hop, et voilà. Donc c'est une toute petite vidéo et dans laquelle j'aborde, comme elle est très courte cette vidéo, je suis aussi très synthétique, hein, mais du coup j'en profite un petit peu pour le redire que effectivement de plus en plus de femmes reconnaissent leur violence psychique, je dirais, hein, et émotionnelle. Mais moi ce que je tiens à dire, c'est que les femmes peuvent être violentes psychiquement, elles peuvent être aussi violentes physiquement. Pour avoir travaillé dans des associations d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, je recevais aussi beaucoup d'hommes qui étaient violentés physiquement. Et puis il y a quelque chose qui est
extrêmement méconnu, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui en sont victimes, c'est que les femmes sont en capacité aussi de violer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont violés, mais comme c'est quelque chose qui est littéralement impensable au niveau culturel, donc beaucoup d'hommes sont même pas en capacité de le penser, parce que le viol exercé par les femmes va pas être aussi violent qu'un viol exercé par un homme, hein, et donc ça peut se faire effectivement tout en douceur, l'homme acculé à dire un oui alors qu'il ne sait pas trop, et puis finalement il se retrouve dans une relation sexuelle qu'il n'avait pas forcément désirée. Voilà, je veux dire, quand la femme sort en horde avec ses copines en soirée en se disant allez on va aller se faire des mecs, elles sont pas tendres, hein. Et voilà, et après sous l'effet de l'alcool, sous l'effet, enfin bon, après chacun a son histoire, chacun a ses blessures intérieures, et en fait on se soumet à des modes relationnels abusifs. Mais tout ça, ça arrive à des viols psychiques, émotionnels et sexuels, aussi bien des hommes sur les femmes que des femmes sur les hommes. Voilà. Enfin, ça, je tiens vraiment à le reposer. Ouais. Et j'espère vraiment, parce que je m'aperçois qu'il y a vraiment un énorme terrain qui s'ouvre en ce moment d'expression de la parole. Alors, de plus en plus chez les femmes, mais les hommes, putain, merde, mais il faut qu'ils parlent, quoi. Il faut qu'ils parlent. Enfin, je les invite vraiment à prendre la parole et à témoigner et à dire, parce que en fait, c'est toute la difficulté, effectivement, parce que tu n'es pas le premier à me l'avoir dit. C'est-à-dire, c'est comment moi, en tant qu'homme, je vais aller prêcher le fait que les femmes sont violentes. Si les femmes ne le reconnaissent pas elles-mêmes, si elles ne font pas elles-mêmes cette démarche-là, donc en fait, vous êtes pris en sandwich, en fait, hein. Ouais, bon, alors après, c'est clair que mon propos n'est pas d'aller dire les femmes sont violentes. Mon propos, il est de dire que la violence, elle est des deux côtés et que la seule manière d'arrêter la violence, c'est que chacun reprenne à son compte sa part de violence pour trouver comment amener de la paix à l'intérieur de soi. Parce que si on prenait un monde hyper caricaturé où les hommes sont condamnés pour leur violence physique et la violence psychique des femmes n'est pas reconnue. Alors, brutalement, on met tous les hommes en prison. Mais ça n'est pas pour ça que la violence psychique des femmes aura disparu. Elle sera toujours là. Elle n'aura juste pas de mur sur lequel rebondir, mais elle sera toujours là. Pareil en sens inverse pour les hommes. Je ne suis pas non plus en train de minimiser l'atrocité des agissements masculins dans les crimes de sang où il y a un pouvoir absolu sur la femme. Enfin, c'est des abominations qui devraient à un moment donné disparaître de la planète. Mais pour moi, ça ne peut disparaître qu'avec de l'éducation. Et l'éducation, elle doit amener les personnes à comprendre que toute violence vécue dans des échanges à l'extérieur trouve son origine à des violences refoulées à l'intérieur. Et même si parfois c'est subtil et qu'on ne sait pas bien les découvrir, elles sont quand même là. Et c'est ça qu'il faut à un moment donné se forcer à découvrir. Oui, je ne sais pas comment... Oui, juste pour rebondir sur ce que tu dis quand tu dis, voilà, les femmes sont violentes, sont aussi violentes psychiquement. Je crois que non, c'est pas ça que tu disais. Tu disais que en fait, la violence psychique des femmes n'est pas reconnue, n'est pas condamnée. Mais je crois que de façon plus globale, cette violence subtile et insidieuse, elle n'est absolument pas reconnue par la loi, parce que la loi s'intéresse aux faits, et en fait, tout ce qui est plus subtil, plus sournois, plus invisible, elle ne connaît pas. Et ça se voit très très bien justement avec la loi de l'interdit de l'inceste, qui n'est toujours pas posée dans la loi. Du fait, l'enfant, il est soumis à la même loi que les adultes, c'est-à-dire la loi la loi contre le viol. Et donc, ce faisant, réduit l'inceste à sa seule forme génitale. Or, l'inceste, c'est tout un processus de dévoration psychique, émotionnelle, qui conduit l'enfant à éventuellement vivre un passage à l'acte, si toutefois il a lieu, parce qu'on peut vivre des incestes sans passage à l'acte, clairement apparent, hein, donc qui amène l'enfant à vivre des passages à l'acte, voire même avec son consentement. Donc, je dirais que d'une façon culturelle, et même dans la loi, cette violence subtile et insidieuse, elle n'est absolument pas nommée,
perçu, reconnu, accueilli, etc. Donc, c'est un vrai... il s'agit d'éveiller sa conscience à cette dimension-là. Oui, oui. Bon, et c'est clair que, enfin, pour moi, le premier pas, c'est déjà d'avoir une reconnaissance légale de faits qui sont inacceptables. Et si je me place à des niveaux d'évolution de conscience, ben, tant que les niveaux de conscience n'ont pas atteint un certain niveau, il faut que la loi protège les agissements qui sont inacceptables. Mais une fois qu'on a dépassé ce stade-là, il faut pouvoir aller plus loin et vraiment comprendre que sur un plan beaucoup plus subtil, tout ce qui m'arrive, c'est moi qui le crée, c'est moi qui l'organise. Alors, dans un premier temps, c'est sûr que rendre justice à ce que j'ai vécu de douloureux, ça vient apaiser l'endroit où j'ai besoin de justice, là où j'ai besoin d'être reconnu comme une personne qui a vécu un abus, un inceste, un viol, de la violence. Mais ça n'enlève pas les traces de la blessure, il faut aller beaucoup plus loin. Et dans le faut aller beaucoup plus loin, il faut découvrir à quel endroit, en soi, on porte déjà la graine de ce qui nous est arrivé. Moi, je sais que donc j'ai vécu moi dans une famille où il y avait 3 générations de femmes et où il n'y avait pas eu une éducation à la parole, au témoignage des douleurs affectives, des douleurs émotionnelles, etc. Et en fonction de ce que j'ai vécu, très vite, tout petit, j'ai compris qu'il n'y avait aucun endroit pour me dire dans ce que je pouvais vivre de difficile. Donc ça, c'était déjà une donnée qui est inscrite en moi à 5 ans. Et puis, en première année scolaire, j'avais 5 ans, j'étais au fond de la classe en train de jouer avec la manche de mon pull, en train d'écouter ce que l'institut est en train de raconter. Et je ne sais pas ce qui prend à l'institut à un moment donné. Elle se fige, elle me fusille du regard et elle me dit bah, puisque tu aimes tant jouer avec ton pull, mets-toi debout sur ta table et déshabille-toi tout nu devant tout le monde qu'on en profite. Et moi, je me retrouve là, pétrifié, je ne comprends pas très bien. Elle insiste, donc je monte sur la table, je commence à me déshabiller, puis j'ai un trou, un blackout total, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'entende bon, c'est bon maintenant, ça suffit, rhabille-toi. Et à ce moment-là, il y a la cloche qui sonne et on part en récréation. Et ma mère était ainsi dans le même espace. Et en fait, je n'ai eu aucun élan pour aller trouver ma mère pour lui dire à quel point ce que je venais de vivre était une catastrophe. Comme j'avais déjà été câblé avec, il n'y a pas place pour te dire, et le seul moyen de survivre là-dedans, c'était même pas peur, même pas mal, c'est devenu une anecdote dont je n'ai même jamais pensé parler plus tard. Donc, et c'est plusieurs dizaines d'années plus tard qu'à un moment donné, il y a un événement qui est venu me heurter et où toute la charge émotionnelle de honte et d'humiliation collective a ressurgi et m'a libéré de ça. Mais ça m'a permis de réaliser que je le portais en moi. C'est évident que si j'avais déjà dans mon éducation réalisé qu'il n'y avait pas d'endroit pour me dire, je n'allais qu'attirer à moi des espaces où j'allais vivre des choses terribles, avec pas l'opportunité de me dire. Donc, à aucun moment, je n'ai eu des désirs de vengeance vis-à-vis de l'institut qui avait fait ça. J'ai juste senti que j'avais de la colère. J'ai juste senti que j'avais beaucoup de colère, puis j'avais le sentiment d'humiliation, etc. J'ai laissé ces émotions me traverser, me libérer, et puis ça s'est apaisé, et puis je suis sorti de là. Alors, bon, c'est sûr que maintenant, si un événement comme celui-là se reproduisait et qu'un enfant osait aller dire, l'institut, à mon avis, sa carrière, elle s'arrête. À l'époque, c'était d'une forme de banalité. J'ai parlé à des copains à qui il arrivait des trucs comme ça. Plus, quoi. Oui, complètement. Quoi. Donc, ouais. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, on est victime de violences subtiles et insidieuses qui ne sont absolument pas reconnues socialement et qu'on va s'empresser d'oublier parce que on ne peut pas, comme ce n'est pas reconnu socialement, comme ce n'est pas pensé socialement, on ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas le penser, on ne peut donc pas le savoir. Et donc, la première chose à faire, c'est effectivement, c'est reconnaître là où on a été victime, c'est reconnaître et mettre des mots sur ces blessures enfouies, etc. Donc, la première étape, en fait, elle va consister à reconnaître là où on a été victime de violence. Et tout à l'heure, tu me posais la question, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, comment j'ai fait pour m'en sortir finalement de cette violence? Déjà, c'est que
Alors, ça va être bizarre à entendre, mais je dis toujours, j'ai eu la chance d'avoir des passages à l'acte clairement apparents. Parce qu'en Mhm. fait, si j'avais pas eu ces passages à l'acte clairement apparents, à travers, ben, c'est vrai que j'ai été, comment dire, victime de viol dans sa forme physique, hein, donc, et même dans cette dimension physique, il m'a fallu des années, parce que comme j'ai été traitée de menteuse, donc je n'avais pas le droit de penser ça. Donc j'ai été non seulement traitée de menteuse, mais exclue de mon clan familial, enfin rejetée. Donc, comme je savais bien que je n'avais pas rêvé, mais ça a été pendant des années une lutte entre moi et moi-même, où à un moment donné, je devenais cinglée, je devenais littéralement cinglée, quoi. Et c'est mon corps qui s'est chargé de me rappeler la réalité. Et parce que j'ai énormément somatisé, au point même que j'ai failli en crever, quoi, tellement mon corps somatisait. C'est comme si ma mémoire m'habitait de la pointe des pieds jusqu'à la pointe des cheveux, quoi, hein. Et donc, la première étape, elle a vraiment été tout ce moment hyper fondamental de me reconnaître comme ayant bien été une victime. Et c'est vrai que quand la loi aide, c'est-à-dire que d'abord, si les lois étaient posées, ce qui n'est pas le cas, la culture ne veut pas en entendre parler parce que ça, tout le monde est renvoyé à ses propres blessures, donc en général, on ne veut pas en parler ou on est très très mal à l'aise, donc on ne sait pas accueillir parce que d'une façon générale, les enfants parlent, sauf que les adultes ne savent pas parce qu'ils ne peuvent pas entendre leurs paroles. Ça voudrait dire, dans un premier temps, qu'ils aient eux-mêmes accueilli leurs propres paroles, la parole de leur enfant Mhm. intérieur. Donc, la parole n'allait pas accueillie. Donc, ça a été, pour moi, puiser dans mes ressources intérieures pour me reconnaître comme victime. Et j'ai même été à porter plainte dans la loi alors que je savais qu'il y avait prescription. Voilà. Et puis, quelque part, la première étape, ça a été d'écrire, de publier, enfin, etc. Et puis, ben, en me reconnaissant comme victime et en reconnaissant, puisque moi, ma première quête, ça a été vraiment de comprendre les processus de la violence, ben, progressivement, je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu de l'extérieur, eh ben, je me le faisais à moi-même. Mhm. Mhm. Et c'est là où j'ai Ouais, commencé à ouais, percevoir ma dimension de bourreau sur moi-même. Et puis ouais, petit ouais. à petit, comme j'avais une exigence de comprendre et puis surtout de ne pas répéter l'histoire, hein, parce que j'ai trois enfants et puis que quelque part, chacun de mes enfants est venu réveiller des aspects de mon histoire et puis que, comment dire, parfois, à trop vouloir ne pas répéter, on finit par aller étouffer l'histoire. Mais moi, non, j'avais décidé de foutre tout à plat et d'aller regarder vraiment. Donc, je ne voulais pas reproduire mon histoire. Donc, j'ai commencé à percevoir effectivement où moi j'étais victime, où moi j'étais bourreau. Et puis progressivement, ben, la vie, elle apporte les exercices pratiques, hein. Donc, elle m'a envoyé tout un tas de situations. D'un seul coup, je me suis rendu compte que ce que je me faisais subir à moi-même, je le faisais aussi subir aux autres. Mhm. Et en fait, ça a été Mhm. crescendo, 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 crescendo. Donc, en fait, j'ai vraiment visité, comment dire, les trois aspects de là où j'étais victime, là où j'étais bourreau, moi, vis-à-vis de moi-même, et puis bourreau, moi, vis-à-vis des autres. Puis quand j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux, j'avais qu'une quête, c'était d'aller sauver les autres. Et puis quand on veut sauver des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés, eh ben, on finit Mhm. par les persécuter. Donc à un moment donné, Ouais, il a fallu apprendre à, ok, je veux dire, tu ne peux sauver que toi-même et encore, hein, parce que là, l'idée, c'est vraiment de faire sa part et puis de laisser œuvrer la magie de la vie. Et c'est là où j'ai été amenée vraiment à m'ouvrir quelque part aux énergies qui me traversent, à ce qui est plus grand que moi et à me laisser, comment dire, porter par l'amour avec un grand A et par la vie avec un grand V, quoi. C'était un peu ce ouais. processus. Ouais. Moi, en fait, je me rends compte, à t'entendre, j'ai eu la chance, enfin, à mon sens, euh, je ne suis pas passé par le fait de me reconnaître victime, ni d'une part, ni victime, ni bourreau. Je pense que j'étais tellement malheureux que et comme je n'avais pas d'espace pour me dire, je me suis retrouvé tout seul avec ma tristesse, avec le sentiment d'avoir aucun accueil, d'avoir aucune écoute. Et donc, ma quête n'a pas été de me faire reconnaître victime pour exiger réparation. Ma quête a été d'arriver à me mettre en paix aux endroits où je souffrais en silence de mes émotions à l'intérieur.
Donc, et je me suis rendu compte assez rapidement que si ça passait par des désirs de réclamation de justice, des désirs de vengeance, de n'importe quoi, chaque fois que je vérifiais, je me rendais compte que ça ne mettait pas mon cœur en paix. Et que le seul moyen de mettre mon cœur en paix, c'était d'oublier l'extérieur, d'arrêter de porter mon regard vers l'extérieur comme une victime ou en dépendance de ce qui avait été fait, et de le ramener à l'intérieur et de regarder tous les endroits où je n'avais pas pu moi-même laisser vivre à l'intérieur de moi les émotions douloureuses qui s'étaient encapsulées parce qu'elles étaient insoutenables. Donc en fait, j'ai surtout passé du temps à utiliser mes ressources psychiques au fil du temps pour aller désencapsuler toutes les émotions desquelles j'étais prisonnier. Oui, Et c'est seulement au moment où mes propres émotions se libéraient que j'avais la conscience, après coup, me dire « Ah ben tiens, là, je me sentais victime, et ah ben tiens, ça ressemble drôlement à des comportements que moi aussi j'avais vis-à-vis des autres. » Et donc, victime-bourreau, ça devenait des évidences, même dans des espaces extrêmement subtils, juste relationnels. Et je dirais, même avant de parler de bourreau-victime à un endroit punissable par la loi, simplement des rapports de force dans les relations, avec de la compétition, des attentes, de la jalousie, enfin, tout ça, c'est aussi les mêmes jeux, mais en plus subtil. Et ces jeux-là, ils apparaissent quand il n'y a pas de la paix à l'âme pour se sentir unifié, pour se sentir avec une auto-estime qui est valorisée et où il n'y a plus cette dépendance de l'extérieur, soit d'être adulé, soit d'être reconnu comme victime, soit. Moi, le truc, ça a vraiment été très rapidement de me dire tout ce que je vais vouloir faire vis-à-vis de l'extérieur ne va servir à rien. Parce que chaque fois que je vérifiais dans mon cœur, si je porte, imaginons que je suis tout puissant avec la vengeance absolue et qu'au nom de ça, je fais exploser la planète, ben, je me retrouverai tout seul et j'aurai toujours ce manque de paix à l'âme. Donc, exploser la planète, ça va servir à rien. Donc, en exploser la moitié non plus, ni une toute petite partie non plus. Et donc, même faire en sorte d'avoir justice de la personne de qui j'ai mal vécu ça, ça ne m'apportera pas la paix. Donc, très, très rapidement, c'est quelque chose qui est sorti de mon horizon d'avoir des désirs de réparation, de justice ou quoi que ce soit. Mon seul désir que j'ai eu, c'était mettre mon cœur en paix. Alors, j'ai commencé à chercher, et je n'ai pu trouver qu'une chose, c'est chaque fois que je me plaignais de quelque chose qui se passait mal avec l'extérieur, ça trouvait son origine dans des chaos et des contractions à l'intérieur. Et donc, j'ai commencé à accueillir de plus en plus profondément, tous les espaces de chaos, de contraction qui m'habitaient. Et petit à petit, il y a de la paix qui est revenue de plus en plus. Et puis, à un moment donné, ce moteur-là de rechercher où se trouvent les tensions à l'intérieur qui se manifestent en écho sur l'extérieur, c'est devenu un moteur qui s'est installé tout seul. Et donc, ça fait ça en permanence. Donc, tant que je suis bien, je suis bien. Et dès que je ne suis pas bien, tout de suite, je me dis, bon, OK, quels sont les endroits contractés que je n'ai pas encore visités, où je n'ai pas pu mettre de l'ordre. Alors, il y a des fois où je ne m'en occupe pas tout de suite parce que l'enjeu, il est mineur. Hein. Par exemple, pendant la période de confinement qu'on vit pour le moment, il n'y a pas beaucoup de distractions. Donc, tous les contenus de l'inconscient, ils remontent les uns après les autres. Donc, j'ai eu des remontées d'émotions, des découvertes assez hallucinantes et qui pouvaient être intenses. Mais en même temps, qu'est-ce que je suis content parce que s'il n'y avait pas eu le confinement, je n'aurais pas été forcé à ces introspections simplement parce qu'il n'y avait plus toutes les activités à l'extérieur, tout le faire, toutes les fuites en avant, même inconscientes. Et là, ça continue à nettoyer. Donc, ça m'amène toujours plus de paix et de félicité et toujours plus de responsabilité. La seule personne qui va faire que je vais être heureux et en paix, c'est moi. Ouais. Alors, pour résumer, en fait, et là-dessus, on se rejoint complètement, hein, parce que je dirais, en plus de ça, tous les deux, toi comme moi, on a fait de ce chemin, je dirais, de guérison et d'émancipation notre métier. Hein, donc, en fait, c'est vraiment se servir de l'extérieur comme miroir pour aller regarder nos comportements à l'intérieur. Exactement, Et aller, pour exactement. reprendre tes mots,
désencapsuler les émotions bloquées et les parts de nous qui demandent à être libérées dans tous leurs dons, dans toutes leurs qualités, dans tous leurs talents. C'est ce qui m'amène à dire aujourd'hui qu'effectivement, derrière nos émotions, il y a des ressources à activer et des véritables trésors à libérer, en fait. Hein, et que dès qu'on on résiste à nos émotions, en fait, on résiste à qui nous sommes véritablement. Hein. Alors, en plus, je découvre aussi un truc pour le moment que je trouve assez fabuleux, c'est on a aussi très vite tendance à se dire le travail qu'on doit faire sur soi, c'est pour aller désencapsuler les émotions qui sont liées à nos ombres, aux contractions, aux choses qui ne vont pas. Eh bien, pas que. Il y a aussi tous les endroits où il y a de la lumière qui est encapsulée parce qu'on en a peur. Oui. Et ça crée le même effroi de désencapsuler la lumière que de désencapsuler l'ombre. Exactement. Et ça crée vraiment le même type d'effroi. Donc, à un moment donné, c'est intéressant de se dire que ombre et lumière, à la limite, on ne s'occupe plus de ça. On n'a qu'à désencapsuler ce qu'il est pour arriver à des grands états d'harmonie. Et la lumière fait aussi peur que l'ombre. Oui, voilà. Parce qu'en fait, les parts de nous qui sont considérées comme inacceptables, les parts de nous qui sont considérées comme inacceptables peuvent être aussi bien des parts très lumineuses. Et d'ailleurs, c'est même la majorité des cas, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que je vois bien comment on a tous été éduqués dans une confusion entre violence et puissance, parce que tout petit déjà, dès lors que je m'affirmais sur mon territoire, que je disais non, ça c'est à moi, c'est mon jouet, on venait me dire que j'étais méchante, que j'étais égoïste, que j'étais violente, voire même, etc. Donc à un moment donné, ce que je pouvais estimer être ma puissance d'affirmation, ça a été enfermé dans... Ça, c'est violent. Donc après, on va s'auto-saboter pour empêcher cette partie, parce que finalement, quelque part, la colère, à la base, elle n'est pas violente. La colère, c'est une émotion hyper créative qui nous permet de nous affirmer dans notre territoire et dans nos valeurs. Et donc, bien sûr, et la colère, elle sert à protéger notre vie, notre légitimité. Voilà, alors, et fait, notre territoire sacré en l'occurrence. Hein. Pour moi, la colère, c'est quelque chose qui est extrêmement sain, et quand elle est privée de s'exprimer, elle se transforme en violence. La violence vient de personnes qui ont été privées de l'expression saine de leur colère pour protéger ce qui, à leurs yeux, était sacré. Voilà. Donc la violence émerge quand on va résister à l'expression naturelle de la colère, qui est l'expression naturelle de notre puissance intérieure, de notre souveraineté quelque part. Hein. Et puis, bon, parce que je vois que le temps passe et puis que je ne voudrais pas faire une émission trop longue, hein, il faudrait qu'on en refasse. C'est par rapport à cette histoire d'aller chercher de la reconnaissance à l'extérieur et notamment de la reconnaissance à travers la loi. Alors, c'est vrai que, et tel que tu l'as dit, c'est une démarche sociale qui peut aider à un endroit, mais qui est loin d'être suffisante parce que c'est pas la loi qui va nous amener à aller regarder à l'intérieur de nous pour aller désencapsuler toutes ces énergies qui nous plombent et qui nous bouffent la vie. Hein. Ceci dit, moi, dans mon histoire, je partageais il y a un instant que j'avais effectivement porté plainte en sachant même qu'il y avait prescription, donc c'était vraiment un acte symbolique. Mais moi, dans mon histoire, étant donné que j'ai vécu quand même un crime, je ne dis pas que tu n'en as pas vécu, mais à un moment donné, ce crime a fait que j'étais interdit de pouvoir vivre, c'est-à-dire de témoigner en même temps de mon histoire et d'apposer mon nom. C'est-à-dire que non seulement je m'étais fait violer, mais je m'étais fait voler mon nom. Et donc, en fait, c'était une injustice terrible. Et j'ai vécu pour pouvoir publier mon histoire, pour pouvoir faire des conférences, des spectacles, parce que j'ai créé énormément d'outils pédagogiques originaux et innovants autour de ces questions de l'emprise familiale, des violences intrafamiliales, des transgressions de l'intime, etc. Et donc, j'ai dû vivre sous un pseudo. Et donc, mon plus grand drame à moi, c'était que la loi, quelque part, m'avait volé ce nom. Alors, aujourd'hui, j'en fais fi, hein, j'en ai plus rien à faire. À te dire que je parle à visage découvert. J'écrirai sous mon vrai nom. Et d'ailleurs, je viens de terminer là aujourd'hui un article qu'on peut trouver sur mon blog, mais qui va être bientôt en vidéo, que j'ai appelé Le vol de l'identité et la face cachée de notre nom, qui n'a strictement rien à voir, je le précise, avec tout ce qu'on entend autour de la fraude légale au nom, en lien avec les lois maritimes, etc., etc., les lois de la mer. Moi c'est plutôt en lien avec les lois de la mer, MERE.
Bref, puisque je parle vraiment de cette domination maternante. Donc tout ça pour dire, pour en revenir à cette histoire, effectivement, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui qui sont dans cette quête de reconnaissance. Mais en fait, quand on regarde bien, c'est quoi cette quête de reconnaissance? Ben, c'est qu'il y a un endroit en nous qui n'a pas été reconnu par l'extérieur quand on était enfant, mais de ce fait par nous-mêmes, parce que n'ayant pas été reconnue par l'extérieur, elle n'a pas pu être connue par nous-mêmes. Et résultat, quand on arrive dans notre vie d'adulte, eh ben, on est dans cette quête désespérée de reconnaissance et ça va parfois passer par des procès, et la loi, il n'y a pas plus injuste que la loi des hommes. Donc, dès lors qu'on est embarqué là-dedans, et quand je vois tout ce qui est loi de protection de l'enfance, qui est très, très, très minime, mais en fait, c'est une loi qui est littéralement mais, hyper violente et je dirais même incestueuse. Parce que quand on va demander, pour juste donner un exemple, quand on va demander à un enfant de prouver son innocence, alors que l'innocence, c'est la nature même de l'enfant. Enfin, il y a un moment donné où la loi vient violer les droits fondamentaux de l'enfant, elle ne le reconnaît pas dans son essence, dans sa pureté originelle, quoi, hein. Et elle va demander à un enfant de prouver qu'il n'était pas consentant, puisque l'enfant, en fait, est soumis à la même loi contre le viol que les adultes. Il va devoir donc prouver, donc il a le droit de se plaindre qu'il a été violé, hein, mais il doit prouver qu'il n'était pas consentant. C'est hallucinant. Donc, c'est vraiment Donc, voilà. Donc, il y a vraiment c'est le viol de l'innocence. Hein. C'est le viol même de la nature divine et sacrée de l'être humain. Et bref, donc la loi est extrêmement violente. Et puis, de toute façon, c'est pas parce qu'on aura eu gain de cause que ça va nous faire l'économie d'aller effectivement regarder en nous-mêmes Parfois, je pense qu'il y a des personnes pour qui ça sera suffisant d'avoir cette reconnaissance par la justice parce qu'ils n'auront pas assez de ressources psychiques pour aller démonter leurs propres enjeux intérieurs et donc ça s'arrêtera là. Alors ils seront dans un état de survie avec encore une partie anesthésiée de tout le problème. Hein. Et puis il y en a d'autres qui vont être heureux le jour du verdict et puis qui vont quand même réaliser que ça ne les met pas en paix et qui vont aller chercher plus loin. Et ça, c'est parce qu'à l'intérieur, dans notre psychisme, il y a une âme qui pousse à être réhabilitée dans ce qu'il y a d'harmonieux et surtout d'harmonieux aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais ça relève vraiment du destin psychospirituel de la personne et des forces qui sont à sa disposition et de sa détermination, parce qu'il en faut, parce que ce n'est pas juste le fait de le désirer que ça va se faire, ça va demander vraiment de s'en occuper beaucoup. Mais à la clé, il y a cette notion, que je dis depuis tout à l'heure, de sentiment de paix, d'harmonie et de félicité. Et après, c'est est-ce que je veux ça et quel est le prix à payer pour ça? Et moi, j'ai à un moment donné dans ma vie, j'ai fini par consacrer toute mon énergie psychique à ça, parce que la vie est devenue magnifique dès le moment où j'ai commencé à ressentir de l'harmonie à l'intérieur. Il y a des personnes chez qui la vie elle est magnifique quand ils sont présidents des États-Unis et que parce qu'ils gueulent un peu, il y a un certain nombre de personnes qui vont secouer les portes du Capitole. Enfin, chacun trouve son bonheur où il veut et on n'a pas tous les mêmes enjeux de bonheur et les mêmes quêtes de bonheur. Mais la mienne, c'est juste de me mettre en paix, quoi. On n'a pas les mêmes enjeux, puis je dirais quelque part, parce que moi, je n'ai pas choisi, hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, la vie, elle m'a apporté les exercices pratiques. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, une fois que j'avais fait le job au niveau, j'ai effectivement reconnu là où j'avais été victime et que voilà, j'aurais bien mené mon petit train-train de vie, quoi, tu vois. Hein. Seulement, moi, la vie, elle m'en envoyait plein la gueule. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais un chemin de vie d'une exigence incroyable qui m'a obligée de mettre le nez dans ma merde, quoi. Hein. C'était où je voyais. En même temps, ouais, et ça, je comprends tout à fait. Et en même temps, bon, moi, j'ai vraiment vécu la même chose. Je n'ai pas fait ça par choix. J'ai fait ça parce qu'il n'y avait pas d'autre chemin possible. Mais en même temps, quand je rentre dans les plans vraiment très spirituels et au niveau de l'âme, eh bien, je me rends compte que si je n'avais pas vécu tout ça, et si ce vécu-là ne m'avait pas forcé à aller un peu fossoyer dans des endroits très sombres en moi,
je n'aurais jamais eu la chance de voir émerger les aspects lumineux et joyeux et légers et plein d'élan de ce que je peux appeler mon âme. Donc, plus j'ai fait ce boulot-là, plus je me suis senti en contact avec mon âme et plus j'ai de la joie de vivre au jour le jour, tous les jours qui passent et les minutes qui passent. Donc, quelque part, je ne sais pas trop si les vies antérieures, ça existe vraiment ou pas. Il y en a qui disent que oui ou d'autres que non. Et Jung, il dit tout est dans tout, donc c'était… Bon, bref. Mais je pourrais tout à fait imaginer qu'avant de venir, il y avait une charge à déblayer pour que je puisse complètement profiter du plaisir de ce que l'âme s'exprime dans l'incarnation. Et donc, je devais avoir quelque part un paquet de crasses à nettoyer, hein, et que mon âme a choisi de passer par là pour que je les nettoie. Et maintenant que j'arrive à avoir bien nettoyé, bah, je profite pleinement de ce que l'âme est venue apporter comme lumière. On pourrait dire ça autrement, une fois que j'ai bien fini mes devoirs, je peux commencer à jouer, quoi, en gros. Voilà. Ça fait un peu ça, quoi. Ouais. Du coup, tu es devenu, tel que je le suis aussi devenu, hein, un médecin de l'âme et où tu peux accompagner les personnes. Et c'est vrai qu'on ne peut accompagner les personnes que là où nous-mêmes on est allés. Donc, plus on va profond, plus effectivement on peut les amener loin. Et du coup, voilà, on attire à nous les personnes qui sont aussi aptes, en capacité et dans l'élan d'aller dans ces recoins très, très noirs et en même temps très lumineux parce que la lumière, elle se trouve juste un petit peu avant que ce qu'on croit être tout noir. Oui, oui. Et je me dis, si je projette ça beaucoup plus loin et qu'on se met tous à faire ça, à arriver, non pas parce qu'on l'a entendu ou on l'a vu dans ta vidéo, mais parce que ça a vraiment été le chemin personnel d'aboutir à ça, à cette compréhension intérieure, eh ben, je me dis, en 1 ou 2 générations, le minimum d'un être humain qui arrive, ce serait d'être éveillé dès la naissance. On aurait droit à une autre forme de vie si on pouvait avoir déjà fait tout ce nettoyage et qui pouvait être transmis par l'éducation et juste permettre aux gens de comprendre comment fonctionnent les désarrois du cœur et que ce n'est pas juste parce qu'on subit les événements, mais qu'on a un petit moteur à l'intérieur et si on trouve comment le régler, voilà, je me dis, ce serait bien que le minimum vital, ça soit éveillé quand on arrive. Ce serait pas mal. Après, on pourrait faire autre chose. Oui. Mais tu sais, justement, dans mon article que j'ai terminé, dont je parlais tout à l'heure, il disait qu'à sa naissance, l'enfant représentait de fait la meilleure version de nous-mêmes, parce que finalement, il est pureté, il est innocence, il est sensibilité, il est joie, spontanéité, enfin, toutes ces qualités qu'on nous a interdit de développer, qu'on réprime à l'intérieur de nous et derrière lesquelles on passe notre vie à courir, en fait. Hein. Donc, en fait, l'enfant, je veux dire, il arrive dans sa nature divine et de façon très éveillée. Alors, il n'est pas dans la conscience de lui-même, et c'est donc cette conscience-là qu'il s'agit d'intégrer, de corporaliser en nous-mêmes. Mais sinon, l'enfant, dans sa nature, dans ses qualités d'être, il est divin, il est éveillé. Donc voilà, écoute, hein, je propose qu'on en termine là sur ces jolis mots. C'est un bon point d'exclamation final, oui. D'où on vient, on vient de bien. Voilà, mais écoute, au plaisir de refaire une émission avec toi. Et puis, merci pour l'invitation, Marie. Oui. Ouais, voilà. Merci pour je mets tes coordonnées sous la vidéo si toutefois il y en avait qui avaient envie de te contacter. Voilà, je te dis à très bientôt. À bientôt, Marie. Ciao. Ouais, au revoir à tous.